Le territoire des vallées d'As, Verdon, Vayres, Var s'inscrit dans une géographie contrastée entre vallées, coteaux secs et zones montagneuses. L'occupation de l'espace se partage entre habitat regroupé, qui est la forme la plus répandue, et habitat dispersé. L'habitat regroupé traduit une agglomération de taille variable, rurale ou non, du hameau à la ville. Castellane, la plus importante agglomération du pays, en constitue l'un des exemples emblématiques, comme on peut le voir dans cette vue prise depuis le Roc. L'habitat dispersé, réparti sur le reste du territoire, est lié à l'économie agricole. Il s'agit, comme ici à Choris, près de Sénès, de constructions isolées, fermes et entrepôts. Une ferme est constituée d'un logis et de dépendances agricoles. On la trouve principalement en milieu isolé et sous 3 types dans le pays. La ferme de type F1, la moins répandue, est un bâtiment d'un seul bloc où le logis et les parties agricoles sont juxtaposés. Lorsque le logis et les parties agricoles sont superposés, on parle de ferme de type F2. Le type le plus répandu est la ferme de type F3, de forme plus complexe. Elle résulte souvent des agrandissements successifs de l'exploitation. Cette ferme d'Alos est un bon exemple de type F1. Le deuxième niveau est occupé par le logis et la grange, séparés par un escalier. Ils sont donc juxtaposés. Le plan de la toiture, d'un seul tenant, montre bien que l'on a affaire à un bloc unique. Sa forme est caractéristique des fermes alpines autour d'Alos. La ferme dite du Grand Rayao n'a pas subi de modifications majeures depuis le XVIIIe siècle. De forme allongée, elle illustre parfaitement le type F1. 3 travées sont à vocation agricole et communiquent entre elles. Les 2 autres sont à vocation d'habitation. L'ensemble est construit en moellons de calcaire maçonné, au mortier de chaux et de gypse. Cette ferme recouverte d'un toit à pan unique disposait également d'une cour, d'une aire à battre et d'une source en contrebas. Cette ferme, avec superposition des différents niveaux, illustre parfaitement le type F2. Les parties agricoles et de logis sont clairement dissociées par niveau. Nous sommes au Clos Moustier, dans la commune de Castellet-les-Sosses. Dans le cas présent, le niveau 2 est entièrement dévolu au logis, avec 2 pièces, dont une avec cheminée, qui identifie bien la fonction d'habitation. Il est en quelque sorte pris en sandwich entre les niveaux 1 et 3, tous 2 agricoles, l'étable en bas et le fenil en haut. L'édifice est modeste. Il s'agit d'une ferme saisonnière. C'est un ancien entrepôt agricole qui a été rehaussé d'un niveau, qui sert à la fois de fenil et de séchoir ouvert au sud. Le cas illustre la mutation d'un bâtiment qui, en s'agrandissant, change de typologie. Il montre aussi que le milieu rural est évolutif. Un autre cas qui reprend les caractéristiques de la ferme de type F2. La répartition des fonctions sur le pignon est parfaitement lisible. Située sur une zone plane, le bas de la ferme correspond à la remise, le niveau intermédiaire au logis et les combles au fenil et au séchoir. La ferme située aux Roumégières, à Blieux, est un bel exemple d'évolution d'une ferme de type F2 à une ferme de type F3. Ce que l'on croit uniforme est en réalité le résultat de 3 campagnes de construction différentes. La première remonte au XVIIIe siècle, la deuxième à la seconde moitié du XIXe siècle et la troisième à la première moitié du XXe siècle. L'ensemble n'a pris un aspect régulier qu'au prix de travaux d'envergure. Autre disposition de la ferme de type F3 au quartier de la Lagne, à Castellane. L'implantation dans la pente permet, grâce à un système de circulation aménagé,
de desservir les différents niveaux des bâtiments sans recourir à des escaliers extérieurs et intérieurs. Cela offre aussi la possibilité de rendre les niveaux indépendants les uns des autres. La maison constitue l'élément bâti caractéristique de l'habitat regroupé. Il y a 4 types de maisons dans le pays A3V. La maison de type A1, qui, en partie basse, comporte uniquement une partie agricole, artisanale ou commerciale. La maison de type A2, dont la fonction agricole est limitée à la partie haute de l'édifice. La maison de type A3, type dominant sur le territoire, présente un logis compris entre des fonctions agricoles, artisanales ou commerciales, en partie basse et haute. La maison de type B, qui est dépourvue de fonctions agricoles, artisanales ou commerciales. Voici un exemple caractéristique de maison de type A1 à Moriès. Le rez-de-chaussée servait autrefois de bergerie. Si l'accès au premier étage s'effectuait initialement par un escalier intérieur depuis la bergerie, il a été doublé par un escalier droit extérieur. Il s'agit d'une modification postérieure, ancienne, pour mieux séparer les fonctions de la maison. Cette autre maison de type A1, à Alons, possède une étable en partie basse, la porte à gauche, et 2 niveaux de logis. Cette maison a une particularité, elle réunit 2 maisons initialement indépendantes. Cette maison du village de la Mure illustre bien le type A2. La fonction agricole est limitée à la partie haute. C'est ici le fenil, identifiable par sa baie fenière. L'ancienne école de la Charité d'Entrevaux, installée dans une maison de type A2, possède un étage de comble qui abrite un séchoir à loggia ouvert plein sud. Les olives, qui constituaient une ressource agricole importante à Entrevaux, séchaient à cet endroit. Aujourd'hui, de nombreux séchoirs ont été aménagés en pièces d'habitation. À Castellane, cette maison de la rue nationale est représentative du type A3. Le rez-de-chaussée est occupé par un commerce qui a porte sur rue. Le logis occupe les niveaux 2, 3 et 4. On y accède par un remarquable escalier au bout d'un long couloir. Les pièces d'habitation et le commerce ont donc des entrées indépendantes. Enfin, le fenil est au dernier niveau. Cette maison du village de Demandols est une illustration du type A3. La fonction agricole en partie basse et haute correspond à l'étable et au fenil, puis entre les deux se trouve le logis. L'accès est indépendant grâce à un escalier. Cette maison est plus modeste que la précédente, ce qui montre que la typologie ne tient pas compte de l'ampleur du bâtiment ni de sa mise en œuvre. À Sénès, on trouve un rare cas de maison de type B répertoriée. Il n'y a pas de partie agricole. Les caves sont dévolues au stockage de denrées alimentaires et le comble sert de grenier. Cet édifice a abrité la gendarmerie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. À Lambruis, il y a un autre cas de type B. L'absence de fonction agricole s'explique ici par l'époque de construction. Elle a été construite dans le second quart du XXe siècle, époque où l'économie rurale a périclité. Cette diapositive montre l'importance des fonctions agricoles dans l'habitat du Moyen-Verdon, même en milieu urbain. À Castellane, les 2 alignements de façades correspondent en haut au côté nord du boulevard Saint-Michel et en bas à la rue Saint-Victor. L'orangé montre l'omniprésence des fonctions agricoles ou commerciales, tant dans le faubourg le plus cossu qu'en plein cœur de la ville, maison de type A3. Une différence s'observe cependant.
Les fonctions agricoles sont plutôt cantonnées en partie haute pour les maisons du boulevard, puisque les parties basses, donnant sur l'axe de circulation, sont davantage occupées par les boutiques. En revanche, on les trouve aussi bien en rez-de-chaussée qu'en partie haute, pour celle de l'étroite et modeste rue Saint-Victor. L'ancien palais épiscopal est le résultat d'un regroupement et d'un agrandissement d'au moins 2 constructions, datant probablement du XVe siècle. L'aspect unifié de la façade principale traduit une modification tardive, réalisée dans le courant du XIXe siècle. Son traitement décoratif reste sobre. À l'intérieur, l'intérêt architectural et le décor se concentrent sur les espaces de distribution. Corridors et paliers sont ainsi dallés et voûtés d'arêtes. En soubassement, des caves voûtées en berceau reçoivent des encadrements de portes en pierre. Ceci démontre le rang social du commanditaire, puisque réservées à un usage domestique, les caves sont d'ordinaire moins soignées. Les escaliers sont des marqueurs architecturaux, historiques et stylistiques importants dans l'appréciation d'un bâtiment. Dans les maisons importantes, ils jouent un rôle d'espace de distribution et de représentation sociale, nécessitant des cages d'escalier d'un vaste volume, destinés à recevoir un décor. Ils sont tous tournants, mais présentent des déclinaisons variées. Castellane possède des exemples représentatifs et remarquables, la plupart réalisés sous l'Ancien Régime. L'illustration 4 montre une cage d'escalier à 4 noyaux du XVIIe siècle dans une maison située rue Nationale et reconnaissable à sa forme élaborée et à la mise en œuvre soignée de sa balustrade, caractéristique de l'époque. Plus loin, une autre maison renferme aussi un escalier à 4 noyaux, plus ancien, mais où la cage d'escalier a subi des modifications, vraisemblablement au début du XXe siècle. Les escaliers de l'illustration 3 et 5 sont également datables du XVIIe siècle. Celui de Castellane a conservé son décor de gypserie et celui d'Entrevaux est singulier car il est suspendu. Quant à l'escalier monumental de l'ancienne demeure de Monseigneur Sohanin, l'évêque de Sénès, illustration 1, il date du début du XVIIIe siècle. Son garde-corps en fer forgé, d'origine, est un bel exemple du travail de ferronnerie d'art. Les maisons et les fermes du pays à 3V présentent une diversité d'encadrements de portes, du linteau droit à l'arc en plein cintre, en passant par l'arc segmentaire ou en anse de panier. Cette diversité s'explique par la volonté des propriétaires de se différencier pour afficher leur rang social ou leur singularité. Les encadrements de Castellane et ceux plus rares de Val-de-Chalvagne en sont des exemples types. Les encadrements de portes sont des marqueurs identitaires essentiels et fournissent le cas échéant des éléments de datation, comme par exemple les chronogrammes de Saint-André-les-Alpes et de Val-de-Chalvagne. Toutefois, s'ils peuvent en effet dater de la campagne de construction du bâtiment, ils correspondent aussi parfois à des phases de construction postérieures, voire constituent des remplois de bâtiments détruits.